Bah non, je suis pas folle, il m'a quand même dit qu'il allait m'avorter à coups de poing. Telle date. Et c'est quand même super violent. Je m'appelle Sarah Baruch, je suis écrivaine, militante et je suis là en tant qu'ancienne victime de violences conjugales pour peut-être apporter des clés de compréhension et d'action. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est non pas nécessairement de se pencher sur les profils de bourreaux, mais ce qui se joue chez les victimes. Et le point commun, c'est que la violence s'immisce toujours dans les failles narcissiques, dans le besoin d'être aimé, dans cette conviction qu'on ne vaut que lorsque quelqu'un nous aime et que lorsque quelqu'un nous reconnaît de la valeur. Dans 60% des cas de féminicide, les femmes n'avaient jamais été frappées avant le jour de leur mort. C'est-à-dire que le dénominateur commun n'est pas la violence physique, mais la violence psychologique. Elles avaient toutes été menacées, elles avaient toutes subi une forme de coercition domestique avec des faits et gestes suivis, critiqués, imposés, des emplois du temps qu'on surveillait, quelqu'un qui va vous plaquer contre un mur et frapper le mur à côté de vous en vous disant des insultes. Finalement, l'impact sur le cerveau et la sidération est le même que s'il vous frappe, sauf que ça ne se verra pas et que du coup, on a tendance à ne pas se considérer comme une victime de violence conjugale. C'est une erreur. Le féminicide ne survient pas dans le quotidien de la violence. Il survient toujours lorsque la femme s'en va. Donc ça arrive le jour de la fuite, ça arrive le jour où les papiers du divorce sont envoyés, ça arrive le jour où elle noue une nouvelle relation. En tout cas, lorsque celui ou celle qui pensait la posséder a la preuve que ce n'est plus le cas. C'est pas écrit sur la tête d'un bourreau qu'il est bourreau. Le père de ma fille, il a été le méchant de mon histoire, mais ce n'est pas un méchant. Et que la plupart des hommes qui commettent des violences sur leurs compagnes sont eux-mêmes prisonniers d'un schéma psychologique qui les conditionne à ça. C'est pas une excuse en fait. On n'est pas responsable d'être malade, on est responsable de ne pas se soigner. C'est ce qui fait qu'on a tendance à pardonner, parce qu'on perçoit la souffrance chez l'autre. On est dans cette empathie. Et la difficulté, c'est qu'on est souvent face à quelqu'un qui nous dit qu'on est folle, qu'on exagère, qu'évidemment qu'il n'a jamais voulu nous faire du mal. Et ce qui est extrêmement dur, c'est qu'on ne quitte pas un homme qui nous violente, on l'abandonne. On a l'impression que si on s'en va, on va le tuer, parce qu'il ne peut pas vivre sans nous. Il n'y a que nous qui pouvons le calmer, l'apaiser, lui donner goût à la vie. Et à la fois, c'est là que le piège se referme, puisqu'il n'y a que moi. Moi, j'aime bien me dire qu'il y a 3 étapes. S'observer, se réparer et se préparer. S'observer parce qu'on doit sans cesse lutter contre les arguments en face qui nous disent qu'on est folle. Donc, moi, tout bêtement, je conseille d'écrire ce qu'on vit. Bah non, je suis pas folle, il m'a quand même dit qu'il allait m'avorter à coups de poing. Telle date. Pour lutter contre l'oubli immédiat lié au choc, bah quand on prend des notes sur ce qu'on vit, c'est la preuve par A plus B. Ensuite, se réparer, c'est-à-dire essayer petit à petit de reprendre contact avec nos émotions. Parce que là aussi, l'emprise nous déconnecte de qui on est et nous déconnecte du coup de nos signaux d'alerte. Ça passe par lire des livres, s'octroyer le droit de regarder un film toute seule, même si c'est se réveiller en plein milieu de la nuit pour le faire toute seule. En fait, trouver des moments de rendez-vous avec soi-même. Se renforcer aussi physiquement, faire de la méditation, faire du sport. J'ai l'intime conviction, moi, que quand le corps est plus fort, on laisse la possibilité à l'esprit de le devenir. Et puis ensuite, se préparer. Et c'est là qu'intervient la notion de projet. Un départ, c'est un nouveau projet de vie. Donc il faut avoir amassé suffisamment d'espoir et de confiance pour être capable de le faire et de l'établir. Mais en fait, tant qu'on n'a pas ce projet, on ne peut pas partir.
On est obligé, et c'est humain, de se dire que si on part, c'est pour mieux. Et il faut être assez fort pour assumer la solitude qui suit les premiers mois d'un départ, pour assumer eh bien, les convocations au commissariat, le jugement des autres, etc. etc. C'est pas facile en fait, la fuite, l'après immédiat d'une fuite. Donc, il faut un projet de vie. Si un de vos proches souffre de cela, prenez le temps. Les numéros d'urgence, etc., c'est fait pour les situations d'urgence et l'emprise, c'est du temps long. Donc on ne sort pas de l'emprise dans l'urgence. On en sort petit à petit avec des petits cailloux. Donc il ne faut pas devenir soi-même une victime en se mettant en situation d'échec si on n'a pas réussi à sortir sa sœur en 2 conversations d'une situation dangereuse pour elle. Ça prend du temps. Donc une fois qu'on a ça en tête, effectivement, il y a des outils qu'on peut mettre à disposition des victimes. Moi, je suis intimement persuadée que ce livre, 125 et des milliers, en est un. J'ai beaucoup de familles qui l'ont offert. Et puis ensuite, il y a effectivement tout un réseau d'associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner aussi pour créer des relais. Et les soignants, évidemment, qu'ils ont une place privilégiée puisqu'ils ont une occasion de parler. Alors ensuite, c'est pas toujours simple de s'immiscer dans la vie d'une femme. Parfois, les femmes, elles n'arrivent pas seules et on sait qu'il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Donc, j'ai essayé de développer, moi, un outil. C'est un test qui est accessible en simple lecture, mais également par un QR code que vous pouvez afficher dans les salles d'attente ou dans les toilettes ou dans les cabinets. Et comme ça, c'est une façon de permettre aux femmes de reprendre un peu le pouvoir sur ne serait-ce que leur prise de conscience et je donne des informations qu'elles peuvent mettre en place immédiatement de façon indépendante et puis elles le font seules mais vous êtes quand même à côté. On peut également s'appuyer sur les signaux. Donc les signaux forts sont assez évidents, hein, des traces de coups, de bleus, de bousculades, mais en revanche, il y a beaucoup de signaux faibles dont on peine à identifier les traces. Souvent, en fait, c'est la double peine pour les victimes, puisque lorsque on est dans un état de sidération et qui naît généralement même dès la première insulte un peu trop forte, choquante, on assiste aux violences comme si on assistait de façon extérieure à ce que l'on vit, comme si on regardait un film. Et donc parfois, ça donne l'impression que les personnes mentent ou les personnes sont pas vraiment convaincues de ce qu'elles racontent et donc du coup, on passe à côté, alors qu'en réalité, elles sont traumatisées. Il y a également des changements d'attitude. Alors après, c'est plus pour les personnes que l'on voit au quotidien, mais des pertes de poids ou des prises de poids impressionnantes, en fait des variations physiques. Ça peut être quelqu'un qui se maquillait, qui a arrêté de se maquiller, ou quelqu'un qui change de style vestimentaire, qui va rester collé à son téléphone portable, qui va le regarder de façon régulière. En fait, essayez de détecter quelqu'un qui est en alerte. Quelqu'un qui va aller se réfugier un peu trop de fois aux toilettes pour regarder quelque chose. Quelqu'un qui va pas forcément raconter ses vacances comme tout le monde. Quelqu'un qui va pas partager ses photos comme tout le monde. En fait, une fois vous vous dites « tiens, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave ». 2 fois vous vous dites « tiens, c'est bizarre, bon, c'est pas grave ». On va dire qu'au bout du 3e « tiens, c'est bizarre », bah, c'est bizarre.